Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, la nomination d'Idriss Seck à la tête du 16 cache une ambition du président Macky Sall qui ne dit pas son nom. Selon la ministre conseillère Penda Mbow, les choses demeurent encore floues selon la militante, mais Macky Sall doit avoir une raison bien profonde. Penda Mbow estime toutefois qu'il ne faut pas créer les conditions de rejet de la chose politique par les citoyens. L'école ouvre ses portes au corps enseignant demain, 97 000 enseignants sur l'ensemble du territoire national. Un nouveau protocole sanitaire a été mis en place compte tenu de l'évolution de la pandémie au Sénégal. Les 4 millions d'élèves attendus jeudi 12 novembre dans leurs établissements vont suivre le schéma normal. Ils seront tous affectés dans leurs classes respectives. À Diourbel, les 3/4 des établissements scolaires ne sont pas encore prêts pour accueillir du monde. À la veille de la rentrée des enseignants, beaucoup d'écoles ne sont pas encore désherbées, tandis que d'autres restent encore occupées par des sinistrés. Présidentielle américaine, ces dernières heures, les bulletins dépouillés ont largement profité au candidat démocrate Joe Biden. Les dépouillements sont toujours en cours dans 8 États. Le résultat final devrait être connu d'ici vendredi. La page des sports et le journal de l'économie complète cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dièye. Marie-Rosalie Ndiaye. Nomination de Idriss Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Professeur Penda Mbow continue de s'interroger sur le pourquoi d'une telle alliance entre Macky et Idi. L'historienne et militante pense qu'il y a anguille sous roche. Nous l'écoutons au micro de Adi Fatou Bari. Il ne faut pas qu'on crée les conditions aujourd'hui de rejet de la chose politique par les citoyens en tant que tels. Parce que s'ils n'ont pas toujours une lecture claire d'une situation, on pourra arriver et ils se diront simplement que ce n'est pas la peine de faire de la politique. Parce qu'on ne peut rien bâtir de, je ne dis pas concret, mais en tout cas de durable à partir de la politique. Nous n'avons pas encore la capacité ou la possibilité de faire une lecture correcte de ce qui se passe. Je ne sais pas, mais il doit avoir des raisons bien profondes. Et moi, c'est pas ça qui me frappe le plus. Mais ce que j'ai retenu, il y a 2 images que je n'oublierai jamais dans les rapports entre Idrissa Seck et Macky Sall. Il y a même un de vos confrères qui a écrit un livre intitulé La haine. Et moi, j'avais même trouvé le titre excessif parce qu'on ne peut pas arriver dans une relation entre des personnalités de cette envergure à ce qu'on pourrait appeler de la haine. On peut faire de la politique, avoir une certaine adversité sans arriver à la haine. Mais il y a deux éléments que je n'arrive pas à effacer de ma mémoire. C'est que quand Macky Sall était Premier ministre, ce jour, au Méridien Président, ce que je pourrais qualifier de mise en accusation, et c'était un 14 juillet parce que ce jour même, j'ai rencontré Idrissa Seck à l'ambassade de France, accompagné de Maître Boukounta, et nous avons discuté de tout cela. Et je me dis, la politique est une torture en permanence. Cette image, je ne l'oublierai pas. La deuxième image que je ne pourrai jamais oublier, c'est cette histoire de Barka et Marka. Année scolaire 2020-2021, le corps enseignant reprend le chemin des écoles demain jeudi, le 12 novembre pour les élèves. Une rentrée dans un contexte de Covid-19. Un nouveau protocole sanitaire a été mis en place pour accompagner les écoles. Le ministère de l'Éducation nationale a déjà mis à la disposition des établissements le matériel nécessaire pour le respect de la distanciation physique. C'est à l'administration de prendre ces dispositions. Selon Mohamedou Moustapha Diagne, il est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Évidemment, nous sommes dans un contexte de pandémie. Toutes les dispositions ont été prises, comme nous l'avions fait lors de la reprise des cours. Cette fois-ci, il y a un nouveau protocole sanitaire qui va accompagner donc les 97 000 enseignants et 4 millions d'élèves qui vont rejoindre les écoles du Sénégal. Bon, ce nouveau protocole sanitaire maintenant prend en compte un certain nombre de dimensions. D'abord, la pandémie cessante avec le nombre de cas qui baisse quotidiennement. Il y a également que il y a de grandes organisations qui sont autorisées au Sénégal, les GAMU, les MAGAN. Donc les apprenants sont dans la rue, où il n'y a aucun protocole. Donc, à la limite, ils sont plus en sécurité qu'ailleurs. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a déjà déposé
au niveau des écoles tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire en termes de masques, en termes de gel et donc tout matériel nécessaire pour le respect des mesures barrières. Maintenant, pour la distanciation physique, vous savez, nous avions des classes de 20 lors de la reprise, mais cette fois-ci, il ne sera pas possible de refaire la même situation, puisque donc ces 4 millions d'élèves qui vont rejoindre les établissements, il nous sera impossible donc de faire le même schéma. Donc tous les élèves seront acceptés dans les classes. Maintenant, à charge pour les établissements de faire en sorte de respecter le minimum de distanciation physique. L'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal appelle à la poursuite des concertations entre les syndicats d'enseignants et l'État du Sénégal. L'UNAPES craint des perturbations pour l'année scolaire à venir. Et puis la question du paiement des 3 mois de scolarité indus dans les écoles privées catholiques finalement résolue. Le syndicat national des enseignants des écoles catholiques du Sénégal dit avoir trouvé un terrain d'entente entre les parents d'élèves concernés. L'UNAPES de son côté dénonce et parle d'acharnement. Toutefois, les deux parties déclarent se concentrer pour l'heure sur une bonne reprise des enseignements le 12 novembre prochain à Fatou Barry. Au moment où je vous parle, nos élèves sont inscrits et il n'y a aucun tiraillement entre les directions d'école et les parents d'élèves. C'est l'assurance du secrétaire général national du syndicat national des enseignants des écoles catholiques du Sénégal. Ces établissements privés qui réclamaient le remboursement de 3 mois de vacances forcées dues à la Covid-19 sont revenus à de meilleurs sentiments. Madame Yvette Keita Diop explique. Les parents d'élèves qui avaient été induits en erreur sont revenus à la raison parce qu'ils ont compris que les enseignants doivent être payés pour ouvrir les classes et recevoir leurs enfants. Parce que ce sont des enseignants à contrat qui doivent avoir leur salaire. Seulement, l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal semble prendre le contre-pied par la voix de son président. Il dénonce le comportement des autorités de ces écoles privées. Abdoulaye Fane. On ne peut pas comprendre un service qui n'est pas effectué et qui doit être payé. Donc nous disons que ça c'est injuste. Avec l'instauration du dialogue entre parents d'élèves et écoles privées, c'est un pas de géant qui a été franchi. Dès lors, on se concentre sur l'essentiel, à savoir la rentrée des classes, une reprise qui sera bien effective dès le 12 novembre dans les écoles privées catholiques, rassure encore Madame Yvette Keita Diop. Ça a toujours été vraiment vérifié chez nous. Les chefs d'établissement et les directeurs diocésains se sont réunis, se sont entendus pour bien mener les choses afin de recevoir les élèves dans d'excellentes conditions. Abdoulaye Fane, lui, appelle à un renforcement des moyens sanitaires dans toutes les écoles pour éviter une résurgence des cas d'infection au Covid-19. Parce que nous aurons à peu près 3 millions à 4 millions d'élèves et d'enseignants qui seront à l'école. Donc notre inquiétude, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas senti vraiment des actions concrètes provenant des collectivités territoriales et du système éducatif de manière générale pour peut-être assurer les gestes de prévention individuelle et collective. À J-9 de la reprise des cours dans les écoles du Sénégal, l'heure est aux préparatifs pour une année académique sans tension. À Diourbel, la rentrée des enseignants prévue demain risque d'être hypothéquée. Des écoles sont toujours occupées par des sinistrés ou encore non désherbées et non désinfectées. Adam Ndiaye. La rentrée scolaire du personnel enseignant prévue ce 5 novembre risque de ne pas être effective dans tous les établissements scolaires. Du lycée d'enseignement général en passant par le lycée Cheikh Mohamedou Moustapha Mbacké, les herbes sauvages sont un peu partout. Au niveau de Diourbel, les 3/4 des écoles ne sont pas désherbées ni désinfectées. Pire, il y a une école même de la commune qui est occupée par quelques sinistrés des inondations au niveau de Diourbel-Tok. Des solutions sont attendues au sortir du comité départemental de développement consacré à la rentrée scolaire convoquée ce mercredi par le préfet du département de Diourbel. Auparavant, une caravane de sensibilisation a été organisée par la coalition en synergie pour la défense de l'école publique COSIDEP pour inciter les parents d'élèves à faire du slogan Ubité Yangatei une réalité le 12 novembre prochain. Pour rappel, le quantum horaire a été sévèrement agressé au cours de l'année écoulée à cause de la pandémie de la Covid-19, surtout en ce qui concerne les classes intermédiaires. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Sud FM vous transporte partout dans le Sénégal.
Covid-19 au Sénégal, 10 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, aucun nouveau décès, 96 patients déclarés guéris, 4 cas graves sont actuellement pris en charge dans des services de réanimation. Voici les précisions du docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Soit un taux de positivité de 1,30%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous n'avons enregistré aucun cas importé au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Nous avons 5 cas contacts suivis par nos services et 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 1, Fass Mbao 1, Liberté 6 1, Mariste 1 et Point E 1. 96 patients hospitalisés et ou suivis dans les domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mardi 3 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 650 cas ont été déclarés positifs, dont 14 245 guéris, 326 décédés et donc 78 patients sous traitement dans les centres de traitement épidémiologique ou suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos CTE ou suivis dans les domiciles et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Tambacounda serait-elle en passe de devenir une ville carrefour de dimension internationale? Tout porte à le croire avec les projets en vue de construction d'un terminal à conteneurs et de réhabilitation du chemin de fer ainsi que l'aéroport. Le président du conseil départemental se dit optimiste. Il réaffirme son engagement auprès du chef de l'État, Boubacar Tamba. Pour le président du conseil départemental de Tambacounda, le rapport final portant sur le grand projet de terminal à conteneurs contenu dans le plan départemental de développement de 2017 est disponible. Il ne restera qu'à mobiliser les moyens pour qu'il sorte enfin de terre. Sina Sissoko. Ici à Tamba, tous les grands projets initiés par le conseil départemental ont trouvé un écho favorable auprès du président de la République. La réhabilitation du centre de formation de Missira, qui en principe ouvrira ses portes à l'ouverture prochaine, la construction d'un dara moderne à Tamba, la réhabilitation du lycée Mame Cheikh Mbaye qui est en cours et tout récemment, vous êtes tous au courant qu'ici même à Tamba, concomitamment à la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tamba, il sera réalisé un terminal à conteneurs. En 2016, nous avions mis à disposition du chef de l'État un document qui synthétisait cette idée de création de port sec à Tambacounda. Et c'est pourquoi, depuis 2017, avec le directeur de l'ARD, M. Abdoul Aziz Tandian, et le représentant de la société civile, M. Alassane Guissé, nous étions les 3 Tambacounda présents dans le comité de pilotage national présidé à l'époque par le ministre des Infrastructures, M. Abdoulaye Daouda Diallo, qui a commandité et reçu en 2018 le rapport définitif de l'étude de préfaisabilité pour la création d'un port sec à Tambacounda. Le président Sissoko évoquera le marché sous-régional des femmes d'un coût d'1,5 milliard de nos francs, supporté par le chef de l'État et dont les travaux avancent à pas de géant. Si l'Université du Sénégal oriental, les projets de réhabilitation du chemin de fer et de l'aéroport de Tambacounda s'y greffent, pour lui, la ville de Tambacounda jouera pleinement son rôle de ville carrefour de dimension internationale. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. 4 jours après l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les États-Unis montent au créneau et demandent aux leaders politiques ivoiriens de montrer leur attachement au processus électoral et à l'état de droit. Dans cette déclaration rendue publique ce mercredi, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, tout en condamnant les violences et attaques qui ont émaillé le processus électoral, exhorte les autorités compétentes à faire la lumière sur tous les incidents de violence et de tenir pour responsables les auteurs et commanditaires. Plus de précisions
avec notre correspondant à Abidjan, Justin Assalé. Les États-Unis appellent les leaders politiques ivoiriens à montrer leur attachement au processus électoral et à l'état de droit. Une déclaration quelques 4 jours après l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui a vu la victoire du président sortant Alassane Ouattara pour un 3e mandat. Une élection émaillée de violences et d'attaques qui ont fait de nombreuses victimes, des violences que condamnent les États-Unis qui exhortent les autorités compétentes à enquêter sur tous les incidents de violence et de tenir pour responsables les auteurs et commanditaires. Poursuivant sa déclaration, les États-Unis font savoir que les griefs liés à l'élection présidentielle doivent être résolus de manière pacifique et transparente dans le cadre légal. Aussi exhorte-t-il toutes les parties, groupes et individus à s'engager dans un dialogue inclusif pour trouver des solutions pacifiques à leurs désaccords et apaiser les divisions internes. Concluant sa déclaration, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire affirme faire écho à l'appel lancé aux leaders politiques ivoiriens par la mission d'observation des élections de l'Union africaine pour qu'ils renouent le dialogue pour préserver la cohésion sociale et prennent les mesures nécessaires pour garantir l'inclusion afin de créer un climat de confiance capable de garantir la paix et la stabilité. Et puis, on l'a appris également ce matin, l'attaque hier du cortège du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, une attaque qui a fait au moins 1 mort et 4 blessés. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Au Mali, le front social en ébullition, plusieurs syndicats en grève dans ce mois de novembre. L'Union nationale des travailleurs du Mali, le grand regroupement de syndicats au Mali ainsi que la synergie des syndicats de prison programment respectivement d'aller en grève à partir du 17 novembre prochain. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse, Sori Ibrahim Maïga. Après plusieurs mois de trêve, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, la plus grande centrale syndicale du Mali, prévoit une grève de 72 heures qui prend effet le 18 novembre prochain. Les revendications à la base de cette menace d'aller en grève sont citées par Yacouba Katile, secrétaire général du mouvement. Notre exigence, comme partout dans le monde, est d'établir l'égalité des chances et des rémunérations à travers des valeurs égales, à travers des grilles uniques par catégorie. Armée, police, gendarmerie, juges, chercheurs, professeurs, administrateurs civils, ingénieurs. Chacun se trouve dans une catégorie et ne doit pas gagner plus que ses semblables. C'est aussi une question de justice sociale. Oui, c'est cela. Où l'on ne peut sortir du statut général et revendiquer ses acquis, où la justice sociale, l'égalité des chances et des rémunérations, la non-discrimination sont des 20 mots en République du Mali. La mise à l'écart de l'organisation syndicale dans la mise en place des autorités intérimaires est une autre cause de mécontentement. La transition a échappé aux forces vives et laborieuses du pays. Président de la transition, Premier ministre de la transition, gouvernement de la transition sont installés sans que la société civile, les syndicats l'UNTM notamment et ses démembrements aient leur mot à placer. Les surveillants de prison aussi projettent un arrêt de travail de 4 jours à partir du 17 novembre. Ils demandent l'application de la loi portant statut des surveillants. Abdoulaye Fofana est le secrétaire général de la synergie des syndicats des surveillants de prison. La loi que nous avons pu dénicher en 2016 n'est pas en train d'être appliquée à hauteur de souhait. Donc nous nous sommes dit qu'en synergie, parce que c'est une lutte qui est en tout cas commune à l'ensemble des surveillants de prison, nous nous sommes donné la main pour vraiment faire cette lutte commune-là, afin vraiment d'enclencher un mouvement de grève générale au niveau des surveillants de prison à partir du 17, 18, 19 jusqu'au 20. C'est ainsi, une panoplie de doléances est déposée sur la table des autorités de la transition. Sori Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. Présidentielle aux États-Unis, toujours dans l'attente de résultats, le décompte des voix se poursuit dans 8 États. Les premiers résultats donnent vainqueur au candidat démocrate Joe Biden. Michigan et Pennsylvanie, 2 États clés qui doivent départager les 2 candidats, selon Dame Babou, notre correspondant aux États-Unis, qui sera tout à l'heure notre invité. Facebook, Twitter ont à nouveau mis en garde ce mercredi contre des messages de Donald Trump jugés trompeurs sur l'élection présidentielle américaine que le président sortant prétend avoir gagné alors que le dépouillement des bulletins se poursuit dans des États cruciaux.
Twitter a sévi plusieurs fois, dont ce mercredi matin quand Trump a remis en cause le décompte des voix dans les États clés. À chaque fois, le réseau social a publié cet avertissement. Une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce tweet est contesté et susceptible d'être trompeuse quant au mode de participation à une élection. Sur Facebook, les messages de Trump étaient encore lisibles, mais le géant des réseaux sociaux leur a adossé un lien vers son centre d'information sur les élections qui montre les résultats officiels, soit un coude à coude avec le démocrate Joe Biden dans la course aux grands électeurs. En sport, CAN 2022, les stades camerounais sont prêts pour accueillir la compétition. C'est ce qu'a fait savoir l'ancien international camerounais Samuel Eto'o. Il dit être optimiste pour le Sénégal. La star camerounaise s'est prononcée lors d'une rencontre à Dakar ce mercredi. Odile Minkilan. Le Cameroun a pied d'œuvre pour la CAN 2022. Selon l'ancien international camerounais Samuel Eto'o fils, les stades sont déjà prêts pour abriter la compétition. Chez vous au Cameroun, sachez que les stades sont prêts. Le rôle qui était le mien à l'époque, j'espère que les autorités de ce beau pays étaient satisfaits. Je m'arrêterai là parce que mon rôle il était beaucoup plus off qu'autre chose. Et j'espère que vous vous sentirez bien au Cameroun dans quelques mois. Le Sénégal, à la recherche d'une qualification à cette CAN Cameroun 2022, va jouer contre la Guinée-Bissau ce mois de novembre. Le Sénégal, un pays de footballeurs qui ne parvient toujours pas à remporter ce trophée continental. Tout de même, Samuel Eto'o fils dit qu'il reste optimiste pour les Lions de la Teranga. Il y a encore beaucoup de pression autour de notre belle équipe sénégalaise et beaucoup d'intérêt. Mais je vous rappelle que le Sénégal a joué la dernière finale de la Coupe d'Afrique. Il manquait de peu pour être champion d'Afrique. Et il faut reconnaître ça. C'est que cette belle équipe, avec à sa tête son sélectionneur, frère et ami, elle a bien fait. La star camerounaise Samuel Eto'o fils à Dakar dans le cadre du lancement des activités d'une société de transport. Samuel Eto'o se dit fier de Sadio Mané de par ses performances, mais aussi de son comportement. Il est au micro d'Odile Minkilan. Je souhaite beaucoup de chance à mon frère et ami. Je souhaite beaucoup de chance à toute cette belle équipe et particulièrement à un jeune garçon pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Sadio, et avec qui je change. Je disais à un ami qui me dit Sadio, c'est l'avenir du football. Non, je lui dis ce n'est pas l'avenir. C'est le représentant du football africain actuellement. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur. Et ça, c'est mon opinion. Il fait beaucoup de bonnes choses. Il nous fait énormément plaisir. Et moi, particulièrement, je lui ai dit plusieurs fois, je suis plus que fier de lui. Pas seulement dans les stades de football, en dehors, sa manière de nous représenter. Et j'espère qu'il gagnera le maximum de titres possible parce que à la fin, quand vous arrêtez votre carrière, c'est là où on vous rappelle que vous avez gagné 10, 15, 20 titres. Et c'est ça qui reste. J'espère qu'il aura beaucoup de bons moments en souvenir. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de notre correspondant aux États-Unis, Dambabou, sur l'élection présidentielle américaine. Il s'entretient avec Ndeye Marème Ndiaye. Dambabou, bonjour. Bonjour Ndeye Marème. Après une longue nuit sans résultat clair concernant donc l'élection présidentielle aux États-Unis, dites-nous actuellement qu'est-ce qui risque de se passer? Ce qui risque de se passer, c'est qu'il reste à peu près 5 à 6 États qui n'ont pas encore donné de résultats. Et au niveau de ces États-là que la chose va se décider. Et en particulier un État comme la Pennsylvanie et le Michigan. C'est important parce que si vous voyez, ce sont ces États-là qui ont reçu beaucoup de votes par courrier. Et ce sont des États où tous les deux candidats étaient au coude à coude depuis le départ. De toute façon, et en ce moment-là, ces États-là attendent de terminer le décompte de ces votes par courrier en particulier. C'est ça qui pose un problème. Donc, dans ces États, en ce moment, comme c'était prévu, c'est Donald Trump qui est en avance parce que le vote physique du mardi, d'hier donc, tout le monde savait que ce sont les républicains qui ont principalement voté, mais ce sont les démocrates qui avaient voté déjà par anticipation ou bien qui avaient voté par courrier. Et dans l'État de Pennsylvanie, donc l'État le plus important en ce moment
pour les deux candidats, la loi ne permettait pas aux organisateurs de l'élection d'ouvrir les enveloppes qui sont envoyées par courrier, alors que ça fait plus d'1 million et quelques. C'est cela qui va décider probablement du résultat de l'élection. On attend donc la sortie de ces résultats-là. Mais Donald Trump déjà avait annoncé qu'il n'accepterait pas qu'on fasse le décompte des voix au-delà de mardi, parce que il savait déjà que le mardi il serait en avance. Donc pour l'opinion, surtout pour ses électeurs à lui, il avait promis qu'il se battrait pour qu'on arrête le décompte, le déclarer vainqueur. Et c'est ça qu'il a fait un peu hier, pas aussi directement qu'il l'avait promis, mais de toute façon, c'est ça qu'il dit et il menace de porter plainte. Vous l'avez donc dit, Donald Trump revendique la victoire et menace de saisir la Cour suprême. Selon vous, quels seront les motifs évoqués par Trump concernant cette plainte? Voilà, justement, comme je vous le dis tantôt, les décomptes, c'est comme ça que cela s'est passé depuis Mathusalem, si vous voulez, parce que les votes par absence ou les votes par courrier ne datent pas d'aujourd'hui. Et en particulier pour les militaires et leurs familles et d'autres, on l'appelait avant, on l'appelait avant les absentee ballot, les gens qui ont donné des raisons claires pour dire que je ne pourrais pas me présenter aux urnes le jour J. Donc il faut m'envoyer la carte de vote et je vais signer et l'envoyer par courrier. C'est ça qui s'est toujours passé pour les militaires. Mais depuis quelques années quand même, beaucoup d'États qui ont fait face à des mobilisations très très fortes qui ne finissaient pas le vote pendant la journée, ont décidé d'envoyer donc les papiers à qui veut dans l'État et qu'ils peuvent se remplir et signer et envoyer. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Mais cette fois-ci, Donald Trump a dit qu'il ne l'accepterait pas. Donc, il va saisir la Cour suprême parce que, en partie, il était déjà allé devant cette même Cour suprême il y a de cela 4 jours pour dire que les bulletins qui arrivent après le mardi en Pennsylvanie ne doivent pas être acceptés. Mais la Cour suprême avait dit, bien sûr que si, bien que cette même Cour suprême l'a refusé pour l'État de Wisconsin, qui fait partie des États qui n'ont pas encore donné des résultats définitifs, clairs, parce que dans le principe de l'organisation des élections, c'est État par État. Ce n'est pas un même système pour tous les 50 États. C'est pas organisé par un membre du gouvernement, par les membres du gouvernement fédéral, par le gouvernement fédéral en réalité. Ce qu'ils font, c'est que chaque État élit un secrétaire d'État qui s'occupe de ces questions et la Cour suprême et la loi fédérale veulent que ce soit absolument l'État qui décide au niveau local et non au niveau national, au niveau fédéral. Donc c'est ça qui fait maintenant débat, c'est ça que Donald Trump avait annoncé et que tous les médias avaient dit qu'il disait des contre-vérités en disant qu'ils vont voler ma victoire, mais c'est quand même très curieux, quelqu'un qui fait une déclaration pour dire que j'ai gagné les élections, mais je porte plainte parce que on va voler ma victoire, alors que c'est vous-même qui êtes au pouvoir. Donc aujourd'hui, on peut dire que même si Donald Trump saisit la Cour suprême, on ne doit pas oublier que c'est une cour qui est composée en majorité de républicains, donc favorables à Trump. Oui, mais sur les questions vraiment cruciales au niveau fédéral, l'inclination idéologique ne décide pas nécessairement la position d'un juge. Comme je viens de vous le dire, sur la même question, Trump avait déjà sollicité en biais, même si c'est en biais, cette même Cour suprême pour dire que, parce que l'État de la Pennsylvanie, comme l'État de Wisconsin, avait décidé que les bulletins qui sont envoyés, qui sont reçus après le mardi, ils vont être comptés. Mais pour le Wisconsin, la Cour suprême locale avait rejeté donc cette position. La Cour suprême fédérale l'a suivi. Mais pour la Pennsylvanie, l'État le plus important pour Trump aujourd'hui, quand ce dernier a sollicité la Cour suprême, celle-ci lui a dit non, c'est l'État local l'a déjà accepté et vous avez porté plainte au niveau de l'État local. La Cour suprême locale a accordé à l'État de la Pennsylvanie le droit de compter les voix qui viennent bien après. Mais maintenant, la plainte de Trump va au-delà de sa requête d'il y a de cela 4 jours. Cela veut dire que même les votes qui sont arrivés et que l'État n'avait pas le droit d'ouvrir, il veut qu'on les annule
Et ça, vraiment, même si la Cour suprême est d'inclination idéologique républicaine, c'est peu probable qu'il ait gain de cause. Dambabou, une dernière question. Actuellement, au moment où nous vous parlons, Donald Trump a déjà 213 grands électeurs, Joe Biden 238 grands électeurs. Est-ce que le tour est joué ou bien il faudra attendre jusqu'à la fin? Il faudra attendre en particulier des États. C'est le Michigan et la Pennsylvanie. La Pennsylvanie a 20 grands électeurs. Donc si Joe Biden les gagnait aujourd'hui, il serait très proche des 270 fatidiques. Mais il y a aussi l'État de Michigan qui était favorable aux démocrates cette fois-ci, que Donald Trump avait gagné en 2016, mais c'est très très serré. Là aussi, il y a beaucoup de votes par courrier, et surtout dans les centres urbains où les démocrates ont plus d'avantages. C'est pour dire que le tour n'est pas joué du tout, même si Biden est bien en bien meilleure position. Dambabou, je vous remercie. Merci, Ndeye Marème. Place à présent au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Après la région de Thiès, faisons le point sur le déroulement de la campagne agricole dans la région de Kolda. Le directeur régional du développement rural, Brahim Mamoudouba, espère de bonnes productions, car rappelle-t-il, les pluies ont été au rendez-vous. Nous avons globalement au niveau de la région enregistré en moyenne 1200 mm contre 926 mm en 2019. Avec les mesures de soutien internat, avec la politique de subvention des intrants agricoles et des autres facteurs de production. Donc nous osons espérer de très bonnes productions pour la présente campagne. En ce qui concerne les semences, nous avons reçu donc de très bonnes semences, ce qui fait que toutes les cultures qu'on a observé ont bien levé et que les levées étaient homogènes, ce qui fait qu'actuellement nous sommes dans la phase d'évaluation de la production. Peut-être qu'en fin novembre, nous aurons le bilan définitif de la campagne agricole. En termes aussi de nombre de jours de pluie, l'année passée, on était à une moyenne de 49 jours. Cette année, on a une moyenne de 58 jours, presque 2 mois de pluie. Je remercie également sur le plan phytosanitaire. Nous n'avons pas connu de dégâts majeurs parce qu'avec les pluies, ça a pu freiner les ravageurs qui pouvaient entacher cette campagne agricole. Concernant l'évaluation de la production, nous en sommes maintenant donc à la phase de récolte des carrés de rendement. À l'heure où nous sommes, les récoltes sont en cours. Bien vrai que pour le mil que les gens avaient démarré à récolter depuis le début du mois d'octobre, de même que la culture du maïs, parce que les récoltes ont dû être retardées, parce que jusqu'au 15 octobre, on recevait encore des pluies, ce qui fait que les récoltes ont dû être retardées. À l'heure où nous sommes, que ce soit sur les céréales ou sur l'arachide, les récoltes ont vraiment démarré. Merci au directeur régional du développement rural de la région de Kolda, Brahim Mamoudouba. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. La nomination d'Idriss Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental cache une ambition du président Macky Sall qui ne dit pas son nom. Selon la ministre conseillère Penda Mbow, les choses demeurent encore floues selon la militante, mais Macky Sall doit avoir une raison bien profonde. Penda Mbow estime toutefois qu'il ne faut pas créer les conditions de rejet de la chose politique par les citoyens. L'école ouvre ses portes au corps enseignant demain. 97 000 enseignants sur l'ensemble du territoire national. Un nouveau protocole sanitaire a été mis en place compte tenu de l'évolution de la pandémie au Sénégal. Les 4 millions d'élèves attendus jeudi 12 novembre dans leurs établissements vont suivre le schéma normal. Ils seront tous affectés dans leurs classes respectives. À Diourbel, les 3/4 des établissements scolaires ne sont pas encore prêts pour accueillir du monde. À la veille de la rentrée des enseignants, beaucoup d'écoles ne sont pas encore désherbées, tandis que d'autres restent encore occupées par des sinistrés. Présidentielle américaine, ces derniers
dernières heures, les bulletins dépouillés ont largement profité au candidat démocrate Joe Biden. Des dépouillements sont toujours en cours dans 8 États. Le résultat final devrait être connu d'ici vendredi. La page des sports et le journal de l'économie ont bouclé cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Éducation. Sud Fiscalité, excusez-moi.